On va maintenant entendre Jean-Claude Coffinian, vasculaire et thoracique, et qui a réalisé quelques missions avec l'ARS et qui va nous parler de l'importance de la cartographie et de la mise à niveau des plateaux techniques dans le cadre de GHT avec activité chirurgicale et interventionnelle. Bonjour. Le sujet traitant est beaucoup plus pragmatique que les sujets que je viens d'entendre. Et ça retrace un petit peu l'action de terrain qui a été menée pendant plus d'1 an dans le cadre des travaux du projet régional de santé de la thématique chirurgie. On a travaillé à l'élaboration de ce projet et progressivement il y a un certain nombre d'éléments importants qui nous sont apparus et je voudrais les relater ici. Alors, l'importance de la cartographie, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la cartographie ici, c'est de se dire que les informations qu'on avait, en tout cas à travers l'ARS, sur les établissements, n'étaient pas très intégratives et qu'en fait, on avait besoin de connaître un petit peu mieux ces établissements de santé dans l'Île-de-France, de les connaître à la fois, pas seulement par des chiffres, mais aussi par leur réalité, l'écosystème de ces établissements. La deuxième, la mise au niveau des plateaux médico-techniques, c'est un point qui semble très important, car je crois que vous êtes tous au courant, il y a une rupture très importante qui est en train de se faire avec un décalage poussé par l'évolution technologique, par des investissements qui bousculent un petit peu les exercices et surtout des équilibres de santé publique. Ce qu'on retenait des axes et objectifs du PRS2, j'ai fait une flèche descendante parce qu'on part de l'objectif final. Je pense que c'est de conserver la démocratie sanitaire qui est vraiment la cohérence de notre système de santé. C'est une particularité et je crois que c'est l'objectif final de toute la politique de santé. Pour y arriver, que ce soit la loi ou la réalité de terrain, il faut une organisation territoriale en filière, c'est dedans, c'est dans le PRS2, la gradation des soins, l'ensemble créant un maillage sanitaire avec une interaction et une complémentarité avec des acteurs. L'attractivité médicale, elle est nécessaire pour constituer ces équipes de territoire, parce qu'on va voir qu'il faut bien sûr des équipes cohérentes de médecins et qui soient organisées de manière un petit peu différente. Et un point qui était important, c'est que avec les personnels de l'agence, on demandait tous les jours, mais comment on peut motiver les médecins, si des blocages, là je parle maintenant de la chirurgie, s'il y a des blocages sur le terrain, c'est principalement parce que les médecins ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela, etc. En fait, les propositions qui étaient faites et les discussions sur la table avec l'administration ne mettaient pas véritablement, je veux dire, des thématiques métiers. Je veux dire, si on met des thématiques métiers, on peut facilement engager les médecins dans des transformations. Mais c'était plutôt des éléments purement administratifs. Et il y a dans le PRS2 quelque chose qui s'appelle l'accès à l'innovation rapide et équitable pour l'ensemble des chirurgiens et pour les patients, bien entendu, pour la démocratie sanitaire. Mais c'est de pouvoir accéder aux mêmes technologies, aux mêmes plateaux médico-techniques dans un contexte concurrentiel qui est en train de se différencier d'une manière un petit peu particulière et peut-être alarmante. Donc le levier de la transformation territoriale, c'est de porter un regard important sur le rôle des établissements, comment ils devraient se transformer, quel est l'obstacle de cette transformation et les métiers, et la manière de lever cet obstacle, c'est de réfléchir à comment on peut faire évoluer et adapter le métier de ces praticiens. Alors voilà, c'est pas pour faire une flatterie à l'Académie nationale de chirurgie, mais je veux dire, quand
On lit le rapport, vous avez lu à l'époque et je relis, je dis la messe est dite parce que tous les éléments du PRS2 et qu'on doit suivre, ils sont absolument relatés dans ce rapport de 2014 qui avait été demandé, je crois, par les conseillers de la ministre, Sur le point, alors, nouvelles organisations, équipes de territoire, filières, RAC, tout ça c'est annoncé. L'évaluation des pratiques, des nouvelles technologies, l'idée des registres, l'idée des suivis, etc., de mise en place est parfaitement faite. La formation, les compétences, tout y est. Et cette fameuse gradation. Alors la gradation, on la garde à l'esprit parce que quand on va réfléchir au maillage, sur la chirurgie, ça correspond à peu près, je veux dire, ça mérite peut-être d'être un peu, je crois que c'est encore en discussion, mais ça mérite d'être retenu, hein, avec un type 1, une gradation 1 qui sont des centres médico-chirurgicaux et de consultation et soins externes, 2 des proximités qui assurent la chirurgie de jour, je le relis, important les 3A et les 3B, c'est-à-dire une chirurgie courante programmée d'urgence qui relie les types 2 s'il y en a besoin, mais les types B sont équipés pour assurer la chirurgie lourde, programmée et d'urgence, et les types 4 pour assurer la chirurgie hyper spécialisée, exceptionnelle, les recours. Dans le PRS2, on a un peu avancé avec François cette typologie. On a eu quand même des remarques importantes, car les gens, les collègues ou les gens avaient peur que la gradation fixe définitivement un établissement, alors qu'en fait elle est faite pour certains pour des établissements, mais on peut avoir pour des spécialités une cotation plus importante ou être dans un groupe différent. Alors, les innovations d'usage, l'évolution de la chirurgie, là je vais parler de terrain parce qu'on s'intéresse à des collègues, à leurs pratiques dans les GHT et à l'évolution et la transformation qui est nécessaire. C'est totalement intriqué. Je veux dire, l'évolution technologique, c'est pas parce que je vais faire ci ou que je vais faire du RAC ou que je vais faire... Tout est intriqué. Je veux dire, à la fois les éléments technologiques, des éléments organisationnels et surtout des éléments humains. Et je pense que, en tout cas pour les hôpitaux généraux auxquels j'appartiens, il y a aussi des évolutions culturelles excessivement importantes à faire. Le PRS2, dans l'évaluation des besoins en chirurgie, François Richard et moi-même, on a fait deux rapports un peu spéciaux. Moi, j'ai travaillé sur les innovations, c'est-à-dire on appelait les innovations de rupture, mais quand on parlait d'innovation de rupture, on a le robot qui est là depuis 18 ans. Et je pense que j'ai centré ce travail sur le fait de dire que ce sont des innovations de routine, des innovations d'usage, mais qui bien évidemment sont de rupture lorsqu'un hôpital, lorsqu'un groupe, lorsqu'une équipe va passer de la technologie 1 à la technologie numéro 2. Surtout ce qui était important, sans porter de jugement sur ces techniques, c'est la grande vitesse, c'est là où tout le monde a été surpris, à laquelle se sont développées ces implémentations, aussi bien la robotique, bien évidemment, mais aussi l'imagerie 3D, les salles, multiplication des salles hybrides et l'introduction dans les techniques de l'imagerie 3D au bloc avec les simulations d'intervention, l'image virtuelle, etc. Et là, on s'est un peu alerté, enfin on a alerté parce qu'on s'est dit que là, il y avait un décrochage qui était en train de se faire et que les établissements, je l'ai mis en rouge, qui n'entreprennent pas ces transformations risquent de perdre à très court terme leur attractivité. L'offre de soins, la démocratie sanitaire, c'est plus la même balance, et du recrutement et de la conservation de ces chirurgiens. C'est un problème qu'on connaît bien parce que ça s'est posé aussi à l'assistance publique. Il y a eu le rapport de collègue Aboun à ce sujet-là et qui a peut-être fait bouger l'assistance publique dans ces transformations technologiques. Alors, c'est un peu naïf ce que j'ai mis là,
c'est un peu un ressenti que l'on a. C'est qu'on a la coexistence en ce moment de deux systèmes. Je voulais mettre comme les Néandertaliens et l'Homo sapiens, mais ils ont cohabité pendant un certain nombre de temps. Et puis la pression de sélection a fait que les uns ont disparu et puis les autres, nous sommes là. Alors la pression de sélection en général, c'est des éléments, ce sont les éléments qui permettent cette transformation. Nous, notre problème, en tout cas en chirurgie, c'est qu'elle n'est ni médicale ni individuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas les arguments médicaux qui nous font transformer ces pratiques et avoir ces équipements. Bien sûr, c'est utile, mais ce n'est pas cette pression qui est importante, elle n'est pas individuelle, parce que je ne peux pas dire demain, eh bien, je vais pratiquer de manière robotique la lobectomie pulmonaire. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes collègues, ça dépend très, très peu de l'influence que peut avoir un médical dans un établissement. Donc c'est quelque chose que les Américains ont très bien senti, parce qu'ils ils ont dit la chirurgie 1, c'est la chirurgie ouverte, c'est depuis 1800, la 2, c'est depuis 1986 avec la célioscopie, le 3, c'est la robotique, mais tout ça c'est fini, c'est la 4, et c'est ce que veut faire Verve et Google sur les technologies qu'ils sont en train de développer, qu'ils voudraient mettre sur le marché en 2000, très rapidement d'ailleurs, puisque c'est en 2020. Voilà. Alors, on va revenir avec les pieds sur notre travail de terrain de médecins responsables de réflexion sur le PRS2, sur l'Île-de-France, sur l'offre de soins. Alors, l'offre de soins, vous la connaissez sûrement aussi bien que moi. Elle se répartit par 4 acteurs. Il y a des cliniques privées qui font environ 53% de l'activité chirurgicale. La paix, 18%, les GHT, 18%, je pense que c'est plutôt 1% de moins, et les ESPIC qui font 11%. Déjà, le chiffre, c'est un élément qui est important, c'est de voir que dans l'offre publique, dans l'Île-de-France, la PHP et les GHT ont un volume d'activité qui est identique et un chiffre d'affaires qui est aussi identique, qui est la corrélation de ce que je viens de dire. Ce qui est important à voir aussi, c'est que la population est environ 12 millions et la grande couronne fait un peu plus de 5 millions, et qu'en fait, l'hospitalisation des GHT couvre directement sur le plan public 40% de la population, parfois dans des départements un petit peu défavorisés. Là, on revient à la pression de sélection. C'est-à-dire qu'on voit qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose n'est pas simplement que les gens ont accès à une technologie différente, c'est que, parmi les chiffres ici, mais on sait, ces chiffres sont connus, c'est que 50% en Île-de-France de la chirurgie de la prostatectomie en portant-serre est faite sous robot. J'ai suivi les chiffres dans notre département dans le 95, il y a un robot, il y a 54% de ces patients de l'urologie qui s'en vont, ils s'en vont à la robotique, donc à la clinique de l'Estrée, à Foch, à Pompidou, etc. Donc on a la patientèle qui part, et qui déshabite ces services d'urologie. Ça me semblait, ensuite je suivais ces chiffres et puis je les ai suivis sur la gynéco. Et là j'étais très surpris de voir qu'on est passé de 14% à 24% en un an de chirurgie gynéco-maligne qui partait pour la robotique. Donc il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est un fait qui est relativement inquiétant. Alors comment on pourrait s'adapter à ça? Si on prend les différents, on connaît, je vous ai dit, la répartition de l'activité, la stratégie d'investissement, c'est ça véritablement qui peut faire changer les choses. Alors la stratégie d'investissement pour les hôpitaux privés, je
crois que vous savez tous, c'est pour les cliniques, on sait tous qu'il y a 4 ou 5 grands groupes avec de gros investissements, on fait d'énormes investissements. Je crois qu'il y a eu en France en 2016 4 milliards d'investissements, en tout cas, peu importe. Donc, il n'y en a pas. Les investissements pour les hôpitaux généraux, vous le savez, on est en dessous de 3%. Ça pose véritablement un problème. Et surtout, la gouvernance, puisque la gouvernance, elle est, je veux dire, est plus ou moins assujettie aux résultats économiques. Les RH, voilà, vous pouvez le dire, il y a un problème qui est posé par un nombre de diplômés hors Union européenne. Et l'attractivité, on voit qu'elle est quasiment nulle actuellement, et la réforme des études n'a pas... J'ai fini. Alors, je passe. La cartographie pluridimensionnelle, on a fait surtout, la chose peut-être remarquable, on a essayé de faire une fiche d'identité des établissements. On a fait une consultation en ligne par l'ARS, après avoir bien sûr consulté toutes les autres, un questionnaire établi. On a eu 70% de réponses, il y a plus de 100 items, ça nous a permis de se faire une représentation de ces établissements. Il y a des choses, et du rôle des établissements. Hein. Parmi l'activité, les racines de GHM, c'était important parce que voir ce que font les établissements. Dans les nombres de titulaires, tous les postes sont quasiment pris, mais sont-ils pris par des titulaires ou non? Et surtout, c'est peut-être le seul point que je voudrais, dans lequel je veux dire quelque chose, on a cherché les multirhumes. Hein, les multirhumes sont relativement importants, ils vont selon les spécialités de 6 à 40%. Ça veut dire simplement que ces services de chirurgie sont un élément de la filière, de la médecine, des hôpitaux généraux. C'est les résumés médicalisés de sortie. Si c'est multirhume, ça veut dire qu'ils sont passés par plusieurs services. Hein. Quand on prend dans les établissements où il y a de la chirurgie programmée qui passe en une... il n'y a pas de multirhume. On a vu la différence d'âge qui était quand même très important, le nombre des passages aux urgences et les urgences pour ces établissements. Tout ceci a été relevé. On a regardé aussi s'il y avait l'organisation en UPOL, où en était la RAC dans ces établissements, quelles étaient les spécialités chirurgicales revendiquées, pas forcément par rapport dans les déclarations et l'évolution de la cancérologie. Pour les performances, on s'est intéressé effectivement à l'organisation des blocs opératoires. Voilà. La cartographie, elle doit être complétée par des actions de terrain pertinentes, des rencontres, et ce qu'on a souhaité faire avec François, c'est des rencontres face à face. Alors des groupes de leadership ont été faits dans les différents GHT, et essayer d'une méthode, la méthode qui a été prise en urologie pour faire des équipes, des débats sur les données recueillies, faire une contextualisation, essayer de faire ensemble un design collectif des évolutions territoriales et proposer des plans d'action pour faire ces équipes de territoire, effectivement, en leur donnant, je veux dire, un projet métier. L'intégration des données de terrain permet de faire des cartographies dynamiques, sur l'avant-dernière diapositive, et là je crois que ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir, elles sont indispensables aussi des données structurelles ou d'activité, on peut trouver par des indicateurs intégrés la distance à la cible. Hein. On connaît la cible pour la chirurgie, et on peut regarder on peut construire quel est le travail à faire sur un établissement ou sur un GHT pour rejoindre la cible. Voilà, les données de ce travail, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien perçu la fragilité des GHT, qu'ils ont un rôle central dans l'offre de soins. Ce rôle n'est pas substituable pour des raisons de typologie de patients et notamment 85% des fractures du col sont prises par ce secteur-là. Et que s'il y a une fragilité au niveau de la chirurgie, elle va retentir à la fois sur l'ensemble du MCO, sur l'obstétrique, parce qu'à cause des gardes, les anesthésistes, 70% des accouchements sont faits dans ce secteur-là. Et je dirais que là aussi, un recours institutionnel, d'incitation stratégique, mais tout ça est en cours. Merci de votre attention et surtout d'avoir été aussi bon. Je suis parti.
Merci beaucoup. On a quelques réactions. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous faire d'appel, Jean-Claude, mais je vais me mettre totalement en faux sur cette évolution que je trouve absolument catastrophique. Il n'y a pas de petite chirurgie, il n'y a que des petits chirurgiens. Et c'est un néandertalien spécialiste de chirurgie viscérale qui vous parle. Et contrairement à ce que vous avez dit dans votre présentation, l'homme néandertal n'a pas disparu parce qu'il était inadapté au son milieu, mais parce qu'il y a eu une explosion catastrophique dans les champs pélégréens à une certaine époque qui a détruit les 9/10 de sa population et que les autres, dans un hiver nucléaire, ont disparu et se sont hybridés avec les Homo sapiens. Nous avons tous un peu de néandertalien en nous, certains plus que d'autres. Je voudrais simplement dire que vouloir répertorier la chirurgie en 5 niveaux est ubuesque, car j'ai fait l'ensemble de mon activité en chirurgie libérale. En 1972, j'ai mis au point 2 interventions qui sont les prothèses biliaires, dont je suis l'inventeur, et d'autre part la mini-laparotomie pour hernie qui contrebalançait les interventions de Stoppa. Tout ça a été mis au point en libéral. Et en 1974, j'ai été subjugué dans un congrès international par les viscérosynthèses, donc j'ai été apprendre la technique dans un laboratoire. J'ai eu les laboratoires qui m'ont assisté pour les premières interventions. Et sur 1200 colectomies que j'ai faites dans ma pratique, je ne faisais pas de colostomie de protection. Excuse-moi, la question que tu veux poser, la question que je veux poser, c'est que vouloir mettre en cartographie l'ensemble de la chirurgie sous les tutelles est une aberration. C'est pas ça dont il s'agit. Et on n'a pas parlé de... Non, c'est ce que tu as compris, mais c'est pas ce qu'est... Non. Ça n'a rien à voir, ça c'est tiré du rapport de l'Académie nationale de chirurgie qui a été lu par l'ensemble des membres de l'Académie et qui a présenté une gradation. Et d'ailleurs il se trouve que actuellement le ministère de la Santé a copié ce qu'on a proposé il y a maintenant 4 ans, et c'est une gradation spécialité par spécialité dans les établissements. C'est valable aussi bien pour le privé que par le public. Et je t'informe qu'à l'ARS, il y a des représentants du privé et des représentants du public, et que l'ensemble des chirurgiens ont voté à l'unanimité pour cette organisation. Donc c'est vrai que parfois il reste du néandertalien, mais en l'occurrence, la plupart étaient Homo sapiens. Donc on va prendre d'autres remarques. Non, parce qu'il y a un intervenant. Il y a Philippe Soulier, qui est le représentant, et notamment à l'ARS, de la Fédération hospitalière de France, et qui est l'intervenant de ce que vient de dire Jean-Claude Couffilag, et ensuite on reprend les questions. Excuse-moi, ça m'intéresse. Oui. C'est moi qui ai la parole pour quelques minutes. Oui. Merci de votre invitation. Moi, je représente la Fédération hospitalière de France, qui est la maison commune des hospitaliers, puisque dans toutes les composantes, les médecins par le biais des commissions d'établissement, les élus qui président le conseil de surveillance, et les directeurs dont je fais partie, dont je suis délégué pour l'Île-de-France. En quelques minutes, le travail qui vous a été présenté là a été présenté à la Fédération de France, l'Île-de-France, avec une très bonne perception, et j'aimerais essayer d'expliquer pourquoi. 2 raisons essentielles. Première raison, je pense que ce travail porte une vision stratégique. J'ai envie de dire que certains gros cabinets d'audit et de stratégie qui ont pignon sur eux, de mon point de vue, pas fait mieux, qui rejoint nos préoccupations. Notre préoccupation avec la chef en ce moment, on est très soucieux des sujets de démographie. Alors certes de démographie de médecins et de chirurgiens, mais aussi de démographie tout court. Parce que finalement, on est dans une région qui, à horizon 2030, la nôtre, l'Île-de-France, va prendre sur une base 2010 plus 700 000 habitants. Ce chiffre nous semble colossal, c'est l'équivalent de... c'est supérieur à certaines régions françaises, c'est l'équivalent d'un département comme la Meurthe-et-Moselle, qui est classé au 31e dans les 100 départements que compte notre pays. Et cette croissance populationnelle, elle va se faire de façon différenciée selon les départements. C'est un peu esquissé par Jean-Claude Couffilag. C'est pas tant le centre de Paris qui va absorber cette croissance populationnelle, mais ce sont la petite couronne et le début de la grande couronne. En résumé, les zones qui se situent à proximité du projet du Grand Paris, du métro automatique, qui est un projet là aussi colossal à 24 milliards d'euros. Alors cet exposé rejoint nos préoccupations, parce que nous, on essaie de réfléchir sur ce qu'on appelle les nouveaux équilibres territoriaux. Il nous semble qu'on va devoir demain soutenir ce que j'appelle ces plaques territoriales,
donc à la périphérie de Paris si on a une analyse prospective, et qu'au sein de ces plaques territoriales, on a nous-mêmes des reconfigurations à faire, puisque clairement tout le monde ne pourra pas tout faire. Donc la première raison de la bonne perception de ce travail, c'est que finalement, que l'application, la déclinaison de la chirurgie d'une vision prospective qu'on a pour les 5 ou 10 ans qui viennent. La deuxième raison, et j'en terminerai par là, c'est qu'aujourd'hui, le PRS2, le projet rural de santé, le discours du président de la République, finalement, nous propose une vision à moyen-long terme, horizon 2022, et que donc on a besoin d'une méthode et d'un chemin. Je suis passé comme vous devant l'académie, devant l'université Descartes, qui est l'homme du discours de la méthode. Je pense qu'il y a une bonne perception de l'exposé du docteur Couffinal, je ne le connaissais pas avant, je le précise, c'est parce qu'il porte une méthode. Cette méthode, à mon avis, elle est double. Premièrement, il y a une originalité sur le diagnostic, puisqu'il nous montre qu'aujourd'hui, tout interagit, et finalement, même si son exposé est centré sur le plateau technique et le robot, moi, je suis un peu incompétent sur le sujet, mais on voit bien qu'il y a un lien entre l'attractivité médicale, et que finalement, du robot à l'attractivité médicale, on remonte au territoire et au service public qu'on doit offrir à la population. C'est un premier point. La deuxième originalité de la mise en œuvre, c'est qu'il propose de s'appuyer sur les pairs. Moi, je pense que ça, c'est un sujet qui est fondamental. C'est un modeste directeur d'hôpital qui vous parle, mais il n'y a rien de mieux que les pairs pour parler entre eux, pour proposer des solutions et des reconfigurations intelligentes. Bien sûr, par le moment venu, reboucler avec les gouvernances hospitalières, les équipes territoriales et bien sûr notre ARS. Donc, pour toutes ces raisons, la FHF Île-de-France a pris position dans une motion officiellement en faveur de la démarche qui était proposée, parce que sur le fond, elle propose une relance de la chirurgie publique qui nous semble indispensable, et parce que sur la forme, elle nous propose une méthode, la méthode nous semblant une condition déterminante de la réussite. Voilà ce que je voulais dire en sincère. Merci beaucoup. On reprend les questions 2 ans. Alors d'abord, je voulais féliciter Jean-Claude parce que ce travail est vraiment très intéressant. Et j'avais l'intention de parler des territoires de santé et de l'attractivité finalement pour le public. Il y a une notion importante, c'est qu'est-ce qui attire la clientèle chirurgicale. C'est l'influence, et tu as parlé des pressions qui se font à travers des médias et des représentations qu'ont les concitoyens de ce qu'est le progrès de la chirurgie. Et ils vont donc forcément, tu as parlé des glissements de clientèle vers tel ou tel, et ça va vers cette médecine technocentrée, quitte à perdre peut-être un certain nombre d'éléments très positifs d'une chirurgie appliquée dans des territoires, dans des petits établissements qui vont avoir plus d'attention aux patients, plus de temps, etc. Alors que la concentration sur d'énormes plateaux techniques risque, on voit que pour faire se rencontrer la demande et l'offre, la demande des patients et l'offre, eh bien, il va falloir faire ce que font les pharmaciens actuellement, c'est-à-dire des regroupements d'énormes centrales de soins qui vont peut-être industrialiser le système, mais en même temps faire perdre un certain nombre de qualités dans l'accueil du public, la relation, l'empathie, etc. Donc voilà, des questions. Il y a aussi peut-être quelque chose qui une dernière remarque, c'est, tu as parlé de la région Île-de-France, c'est peut-être de faire, as-tu la possibilité de faire un croisement entre les données Île-de-France et de l'ensemble des régions de France, parce que pour avoir une vision plus nationale et plus équilibrée. C'est juste, je veux dire qu'on travaille sur le PRS2 avec François, je veux dire la réflexion, on essaye de la faire sur l'ensemble des territoires et à chaque fois c'est très particulier. Quand il y a 2 gros hôpitaux, 5 hôpitaux, 10 hôpitaux, c'est un peu différent. Et je crois que l'approche qui a été faite pour l'urologie est vraiment un très bon modèle pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Cette présentation, elle n'est pas dogmatique, elle est parfaitement... elle est modeste, pragmatique, elle correspond aux efforts qu'on essaye de faire pour résoudre quelque chose qui nous semble une divergence qui est en train de se produire et une rupture qui est en train de se produire. Voilà. Bertrand, rapide, des questions. Oui, très rapide. Juste, bravo, et je pense que c'est très important d'avoir une méthode. Juste pour dire que je comprends qu'on prenne l'attractivité comme critère, mais moi je voudrais quand même alerter sur le fait que l'attractivité comme seul critère a un lien énorme, c'est qu'il est volumétrique. L'attractivité, comme tu viens de le dire, est incroyablement influencée par les médias sur des critères qui n'ont rien à voir avec l'efficience.
l'attractivité est aujourd'hui favorisée aussi, c'est-à-dire le volume, l'analyse du volume, par le mode de rémunération que le PMSI. Et je crois qu'il y a un autre enjeu très important, c'est effectivement enfin de réfléchir en matière d'efficience. Et de ce point de vue, le parcours de prise en charge du patient dans le système de soins, quel que soit l'établissement, est une vision pas encore suffisamment développée. Ça rejoint ce que j'ai dit à propos des bases de données, et ça rejoint, voilà. Mais c'est très important de plus simplement travailler en matière d'attractivité. Juste la réponse à propos de l'attractivité, c'est un des critères, parce que par ailleurs, on ne pouvait pas tout mettre aujourd'hui. Par ailleurs, comme l'Académie s'est fortement impliquée sur les problèmes de registre, et que par contre on a expliqué à l'HS et à DGOS, où il y a des réunions actuellement, que les seuils qu'ils envisageaient à un moment n'avaient pas de pertinence, parce que justement on n'a aucun moyen, sur simplement un chiffre de volume, d'en tirer des conclusions, on est tout à fait d'accord. Simplement,